Le temps, c'est de l'argent, surtout quand c'est pas le vôtre. Bonjour. 34% de marge et une rentabilité 4 fois supérieure à ses camarades à la Bourse de Londres. Bienvenue dans le monde de l'édition scientifique. Ce sont les chiffres d'Elsevier, numéro 1 du secteur, qui possède 16% des revues scientifiques publiées dans le monde. Si vous ajoutez les autres géants que sont Springer Nature, Wiley Blackwell et Taylor & Francis, vous obtenez une mainmise qui grimpe à 40% du marché. Chaque année, les abonnements à ces journaux généreraient 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais quelle est donc l'équation magique? C'est simple. Demandez à des chercheurs de vous envoyer leurs travaux. Faites-les relire par d'autres chercheurs, si possible sans les payer. Ne gardez que les articles les mieux notés, faites-en des journaux et vendez-les. À qui? Aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé gratuitement leurs travaux. Un business model de génie. Dans les pages de ces revues privées circulent donc des recherches fondamentales sur, au hasard, le virus Ebola, les pollutions, le cancer et sur des milliers d'autres sujets essentiels. Difficile de s'en passer. Chaque mois, 12 millions de chercheurs utilisent Science Direct, le portail de publication d'Elsevier, où sont référencés plus de 13 millions de documents. Et la domination a ses avantages. Depuis 20 ans, aux États-Unis, les prix des abonnements aux revues scientifiques ont augmenté en moyenne de 7% tous les ans. Sauf que, grâce au numérique, les coûts d'édition, eux, ont chuté. Du coup, sur ces mêmes 20 ans, les revenus et profits d'Elsevier, par exemple, ont été multipliés par 4. Génie au carré, raquette au cube. En 2014, en France, les universités et laboratoires de recherche auraient dépensé 105 millions d'euros pour ces abonnements. En Angleterre, entre 2010 et 2014, les paiements des universités aux géants de l'édition scientifique auraient augmenté de 50%. Un lourd tribut économique. En 2015, en Grèce, le portail public en ligne diffusant les publications scientifiques suspend son service, faute de fonds. En 2016, là aussi pour des raisons budgétaires, l'Université de Montréal a renoncé à 2116 revues du géant Springer Nature pour n'en garder que 150. Pour les chercheurs, la source de leur travail se tarit. Et puis, il y a le facteur d'impact, la note attribuée à chaque journal pour évaluer sa notoriété. Plus les articles d'une revue sont cités dans d'autres recherches, plus cette note grimpe. Logique, ou pas. Prenons la célèbre revue Nature, l'un des plus gros facteurs d'impact de son domaine. Entre 2008 et 2011, plus de 50% des articles publiés dans Nature ne furent cités qu'une seule fois, ou pas du tout. Sa notoriété n'est donc due qu'à une partie des articles très cités. Relativité quand tu nous tiens. Or, publier dans ces revues bien notées est devenu un critère d'embauche pour les chercheurs, qui cherchent donc à être présents dans ces journaux achetés par leurs universités, celles-là même qui ont recruté les chercheurs en fonction de leurs publications. Vous le sentez, le cercle vicieux? Cadeau bonus, le plus souvent, les chercheurs cèdent au passage leurs droits d'auteur. Les éditeurs ont donc ensuite tout pouvoir sur la circulation de ces travaux. La licence Elsevier, par exemple, autorise ses abonnés à utiliser des extraits de textes publiés n'excédant pas 200 caractères. Pratique pour expliquer le boson de Higgs. Heureusement, les éditeurs proposent une option de publication en open access. L'article est alors accessible librement, à condition que l'auteur de l'article ou son université paye une participation aux frais de publication. Chez Elsevier, elle peut grimper jusqu'à 5 000 € par article. Voilà un système bien huilé qui prend des recherches la plupart du temps publiques et les privatise. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et derrière ce constat, des luttes sont en cours pour rendre à la recherche sa liberté. Maradakos, première. La question de la diffusion scientifique est un enjeu à la fois scientifique et politique, et aussi un enjeu économique. Alors c'est d'abord un enjeu économique parce que c'est concentré à partir des années 70 et 80 un certain nombre d'acteurs qui ont acheté et regroupé des milliers de revues, donc on peut appeler l'oligopole, qui ont dicté leurs lois aux acquisitions dans les bibliothèques, dicté leurs lois en termes de montant. Et donc on produit une inflation considérable de l'ordre de 400% en une vingtaine d'années, qui ont asséché tous les budgets d'acquisition. Et en parallèle de ce processus donc d'inflation décalée par rapport à toute réalité économique, ça a augmenté la difficulté d'accès aux ressources publiées par les revues. C'est essentiellement à travers des revues scientifiques que les chercheurs s'expriment, réduisant en proportion l'accès de cette recherche pour le citoyen et les autres chercheurs. Alors, ça pose un énorme problème puisque c'est pour l'essentiel à 90% de la recherche publique qui ne revient pas au public. Alors que ce soit un public d'étudiants, de chercheurs ou un public plus large, de journalistes, de décideurs, etc., qui pourraient avoir besoin d'une expertise à laquelle ils n'ont pas accès. On distingue en gros 98% de
le coût de recherche. Vous faites une recherche, vous produisez un article, et ensuite vous le confiez à une revue. Le coût d'édition, c'est moins de 2%. Et donc, en fait, on est sur un tout petit budget qui bloque l'ensemble de la diffusion. On pourrait, en passant en open access, fluidifier considérablement la circulation de la connaissance, ce qui peut sauver des vies. Il faut bien comprendre qu'on met en danger la société puisqu'elle ignore ce qu'elle a produit comme connaissance. Et donc, elle ne peut pas agir face aux défis sociétaux généraux. On peut parler d'Ebola, où on comprend immédiatement qu'il faut aller vite. Mais dans tout un tas d'autres secteurs, parlons de la crise de l'euro, on peut parler de l'épidémie de la vache folle, on a besoin de toute la connaissance scientifique pour produire des solutions rapidement. On avait une situation dans laquelle les revues avaient 300 abonnés. C'est le nombre moyen d'abonnés d'une revue qui se tenait. Donc, on en tirait 500 ou 1000 exemplaires qui restaient dans les cartons. Donc, on avait une production qui ne trouvait pas son lectorat. Donc, avec l'apparition d'Internet, on s'est dit, tiens, on va mettre ça sur Internet. Donc, moi, je l'ai mis en ligne une revue. Puis, j'ai mis en ligne une deuxième revue. Et donc, de 2 revues, c'est devenu 4. Et puis, de 4, c'est devenu 40. Puis, de 40, c'est devenu 400. Et aujourd'hui, on s'approche de 450 revues. Et donc, on passe de revues qui avaient 300 abonnés papier à des revues qui ont 20 000, 50 000, 80 000 parfois visites dans un seul mois. Jusqu'à présent, on se disait, bon, nos revues, elles sont scientifiques. Elles sont scientifiques, c'est-à-dire on s'ennuie en les lisant, personne ne les lira. Si on les met en ligne, on nous disait, c'est donner de la confiture à des cochons, les gens ils comprendront rien, c'est savant, c'est de la sociologie, il y a des concepts, tout ça. Non, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, Open Edition, c'est 64 millions de visites au cours de l'année 2015. Pour de la littérature scientifique, c'est pas si mal. Et donc, on est sûr que c'est pas seulement des collègues et des étudiants qui nous lisent, c'est aussi la société dans son ensemble. L'essentiel de mon métier, c'est être passeur de sciences humaines et sociales. Porter les contenus vers le lectorat, les chercheurs, évidemment les étudiants, mais aussi tout le reste de la société pour faire ces 64 millions de visites qui, grosso modo, ça représente 30 millions de visiteurs uniques. Il faut bien comprendre que c'est fini le temps où seuls les chercheurs s'intéressaient à la recherche scientifique. Les chercheurs sont payés par l'État, les recherches sont payées par l'État. Ce serait assez logique qu'on rende au public ce qui a été financé. Il est évident que l'open access est une opportunité qu'on est en train de réussir pour rapprocher la science des citoyens. Il existe dans les tréfonds d'Internet un site qui rassemble plus de 47 millions d'articles scientifiques, tous issus de grands éditeurs, Sci-Hub, la plus grande bibliothèque scientifique au monde, et tout cela en accès libre. Mais Sci-Hub, fondé par Alexandra Elbakian, chercheuse kazakh en neurosciences, est un site pirate, car elle contrevient aux droits d'auteur. Pourtant, ce ne sont pas les chercheurs auteurs de ces articles qui ont attaqué Alexandra Elbakian en justice à l'automne 2015. C'est bien Elsevier, le géant de l'édition dont Sci-Hub menace le monopole. Entre septembre 2015 et mars 2016, sur 28 millions d'articles téléchargés à travers le monde via Sci-Hub, l'Iran, la Chine et l'Inde cumulaient le plus grand nombre de téléchargements. L'Égypte, la Tunisie ou l'Indonésie faisaient aussi partie des 10 pays où l'on utilise le plus ce site. En privatisant la recherche, les géants comme Elsevier ou Springer Nature privent un certain nombre de pays d'un accès vital au savoir. Alors les chercheurs et chercheuses empruntent des chemins de traverse. Jusqu'en 1908, en France et dans la plupart des pays européens, les publications scientifiques bénéficiaient d'une exception au droit d'auteur, le droit de recopie. Chacun pouvait reprendre un article, le traduire et ainsi contribuer à la circulation des connaissances. Une seule condition, citer la source d'origine. Au milieu du XXe siècle, alors qu'Elsevier publiait ses premières revues scientifiques, cet usage a disparu. Ce qui, hier, était l'exception, interdire la reproduction d'un article scientifique, est devenu la règle. Mais la roue tourne. En 2013, l'Allemagne a inscrit dans la loi une limitation à 1 an des droits d'exclusivité pour tout éditeur de revue. Au-delà, les articles sont à nouveau libres et accessibles. En 2015, après 1 an de dures négociations, les universités des Pays-Bas ont réussi à faire légèrement plier Elsevier. À partir de 2018, 30% des publications financées par les Pays-Bas seront en open access. Les choses peuvent changer. La libre circulation du savoir a toujours été une lutte. Mais c'est aussi un besoin naturel pour que ces connaissances infusent dans nos sociétés, accompagnent leurs évolutions. Et c'est bien connu, quand les monopoles chassent le naturel, il revient parfois au galop.